Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. L'Afrique est un continent de plus d'1 milliard d'habitants et sa croissance est très rapide. La pénétration d'Internet se situe autour de 25%, ce qui n'est pas négligeable. À l'heure de l'expansion des nouvelles technologies en Afrique, plusieurs questions se posent en ce qui concerne la cybersécurité. Selon l'étude de l'Organisation mondiale de police criminelle, les cybercriminels de niveau supérieur utilisent des logiciels tels que malware qui leur permettent de commettre leurs forfaits à travers des outils d'automatisation d'emails et d'hameçonnage ou de logiciels de chiffrement, lesquels sont faciles à obtenir sur les forums et marchés souterrains. En outre, ces tendances du piratage sur Internet seraient un danger pour tous. Comment mieux sécuriser le cyberespace? Comment aussi lutter efficacement contre la cybercriminalité? Des réponses dans ce Talk Afrique avec nos deux invités, Sidi Maktar Aïdara, consultant en cyberstratégie et intelligence cyber. Merci d'être avec nous. Merci. En face de vous, Emmanuel Dior, vous êtes juriste et responsable de Internet sans frontières Sénégal. Bienvenue à vous. Merci et bonsoir à vous. Alors, l'Internet aujourd'hui est incontournable et les business en ligne sont en pleine expansion, mais il faut sécuriser son espace. D'ailleurs, on nous parle de cybersécurité. Monsieur Aïdara, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens, que ce soit techniques, humains, organisationnels, qu'une organisation, un État pourrait mettre en place pour se prémunir donc les attaques donc venant du cyberespace. Voilà. D'accord. Peut-être un mot par rapport à cela? Oui, comme il a si bien dit, l'ensemble des moyens et voies qu'un État ou une ONG peut mettre en place. Et dans ce lot, on peut nécessairement citer les moyens légaux, donc les textes, les conventions, et peut-être même jusqu'au plus bas de l'échelle, les chartes informatiques. Alors, on a constaté des fraudes par carte de crédit, la diffamation, les abus de confiance et même l'usurpation d'identité sur Internet. Alors, par rapport à cela, je reste avec vous, Monsieur Dior. Comment aider aujourd'hui les populations à déceler les manigances des cybercriminels? Par rapport à cela, je pense qu'il faut juste faire de la sensibilisation. Donc il faut que les citoyens, que tous les utilisateurs d'Internet arrivent à avoir un niveau quand même acceptable en culture numérique. Donc c'est la seule voie qui peut permettre à ce qu'on puisse détecter et mettre hors d'état de nuire les cybercriminels. Comme on le dit, tout à l'heure, M. Aïdara l'a si bien défini, les moyens, les voies et moyens pour lutter contre les cybermenaces. Le Sénégal a pris en compte tout cela parce que même l'escroquerie dans le milieu du cyberespace a été prise en compte par rapport à nos textes. Maintenant, c'est des textes que souvent seule une partie de la population, si je puis m'exprimer, l'élite ou bien les gens bien informés ou bien éduqués sont capables de comprendre. Donc il faut aller à un niveau beaucoup plus élargi, faire de la sensibilisation, même s'il le faut le faire en langue nationale pour permettre quand même aux gens... En Afrique, de façon générale, vous voulez dire aussi? Exactement. Oui. C'est-à-dire que ce soit en Swahili, que ce soit en Manding, en Socé. Donc c'est des choses qu'il faut contextualiser et localiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à tropicaliser ces moyens de défense parce que comme il l'a relaté tout à l'heure, donc dans la cybersécurité, on a également l'aspect humain. Donc il faut beaucoup s'adresser à l'humain. Maintenant, il faut s'adresser à cet humain-là dans ses codes. D'accord. Et oui, vous voulez rajouter... Dans ce qu'il vient de dire. Vous savez, en fait, nous vivons dans un monde hyper connecté, hyper digitalisé au quotidien et nous interagissons donc voilà avec les technologies numériques. Et du coup, qui offre donc des opportunités formidables, extraordinaires à tout un chacun, qui nous permet donc de commercer, de communiquer, de faire des choses vraiment cool. Mais malheureusement, en même temps, en fait, il y a des truands, donc des escrocs, en fait, la grande criminalité donc classique,
qui a trouvé donc voilà cet outil, donc une opportunité aussi extraordinaire pour faire des actes donc délictueux. Donc voilà, malheureusement. Et les utilisateurs doivent faire très attention justement pour ne pas tomber dans ce piège. Existe-t-il des règles justement que les utilisateurs doivent prendre en compte? Oui, en fait, avant d'aller donc vers les règles, donc voilà, moi je vais juste insister sur, comme il l'a dit, sur la sensibilisation. La sensibilisation est vraiment capitale donc pour lutter efficacement donc voilà contre donc les attaques cyber, contre donc la cybercriminalité. Donc voilà. Mais s'agissant aussi donc des comportements donc des individus donc à avoir, il faut toujours commencer à vraiment ne plus être donc naïf. Donc à chaque fois qu'on vous envoie un mail, essayez de bien regarder le mail, ne jamais cliquer sur des liens donc de mail. Premièrement. Deuxièmement aussi, il faut avoir donc des mots de passe donc robustes. Donc voilà, pas le nom donc de son chien, ou bien de sa maman, ou bien de sa femme, mais juste donc avoir donc pas trop de noms faciles, voulez-vous dire? Exactement, compliqués, donc voilà, avec des chiffres, des lettres, donc voilà, des choses donc extra. Voilà. D'accord. Et il existe plusieurs types de cyberattaques, monsieur Dior. Dans le monde, il existe plusieurs cyberattaques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, par rapport à la catégorisation, peut-être après il va mieux approfondir là-dessus, mais on peut catégoriser déjà les attaques ciblées directement vers l'humain. C'est-à-dire, ici, l'attaquant se base sur peut-être, comme il l'a dit, la naïveté de la personne d'en face. Donc, on peut aller également dans des attaques beaucoup plus sophistiquées où l'attaquant est seulement dans le software, c'est-à-dire arrive avec des manipulations, le chantage aussi. Voilà, le chantage également. Tout ça, c'est centré humain. Parce que la cybercriminalité, d'après mon analyse, et je pense que c'est le constat des techniciens, c'est plus qu'humain que technique. Parce que si on prend le cas, par exemple, en Afrique, on va difficilement trouver des groupes d'individus qui arrivent quand même à mettre au point des logiciels qui vont faire des attaques de bout en bout sans que l'humain ne joue un rôle central. Donc, je pense que 80 ou 70%, pour ne pas exagérer, de la phase d'attaque est jouée au niveau des hommes. Donc, ce qui fait qu'il faut encore plus de vigilance et plus de formation également. Pour rebondir sur ce que monsieur dit, donc, on dit souvent que le maillon faible donc, en matière de cybersécurité se trouve entre la chaise et le clavier, donc c'est l'humain en tant que tel. Vous savez, nous, dans le cadre de nos recherches, nous avons pu identifier 4 catégories donc, de criminalité donc, numérique. Et allant de la petite arnaque à la paralysie donc, des systèmes, que ce soit bancaires, industriels, étatiques et autres. Et il y en a celles initiées par un individu qu'on appelle le loup solitaire, d'accord, qui est quelqu'un, voilà, un jeune informaticien qui a envie donc, de prouver qu'il sait faire des choses, donc voilà, qui bidouille, qui fait des choses pour juste mener des attaques. Il y a d'autres donc qui sont des groupes organisés, bien organisés, donc souvent c'est des groupes terroristes ou autres, donc voilà, qui juste vont faire des cyberattaques pour avoir donc de quoi financer leurs activités donc voilà criminelles et autres. Il y a d'autres aussi, c'est des organisations donc voilà mafieuses au solde des États, qui peuvent donc monnayer donc voilà leurs services à des États. Donc voilà pour faire des cyberattaques, donc faire des choses donc à d'autres États. Et il y en a aussi, 4e point, des agences donc étatiques qui font ça pour le compte de leur propre État. Donc on se voit. Et là c'est très dommageable donc pour l'économie donc d'un pays. Et pour rappel, en 2007, la même chose s'est passée donc en Estonie, où durant 2 semaines, les banques, l'administration, toute l'électricité, tout était paralysé. Rien ne pouvait marcher. Et ils avaient donc imputé donc les faits à des hackers russes. Mais bon, encore une fois, en cybersécurité, cyberattaque et autres cybercriminalité,
c'est facile d'accuser quelqu'un, mais l'imputabilité des faits est très difficile. Alors, les États africains l'ont bien compris, peut-être pas tous les pays africains. Certains pays africains ont opéré des modifications de leurs textes juridiques pour mieux les adapter à cette nouvelle forme de criminalité, autrement dit la cybercriminalité. C'est le cas le Sénégal et même bien d'autres pays africains. Je me tourne vers vous, Monsieur Dior. Quels sont les enjeux de ces nouvelles modifications juridiques? Il faut considérer une chose. Dans cette lutte contre les cybermenaces, il faut comprendre déjà que la lutte n'est pas que dans l'aspect juridique. Donc, au-delà des textes qu'on peut mettre en place, parce qu'on peut avoir des textes extrêmement bien faits, bien écrits, mais si dans la pratique, on n'arrive pas à donner un visage à ces textes-là, ça ne sert à rien. Donc, ce qui me permet de citer l'exemple du Maroc quand même, qui a un avancée quand même notoire par rapport à la Direction générale des systèmes de sécurité d'information, un peu le pendant de la DSSI en France. On peut avoir également le Maroc toujours dans le même ordre d'idée avec leur CERT, le Centre de réponse aux attaques cybercriminelles, en plus de la loi sur la protection des données personnelles, la Convention de Budapest, qui quand même met un cadre qui permet aujourd'hui au Maroc de traiter des affaires de cybercriminalité en local, c'est-à-dire au Maroc, en Afrique et dans le monde. Parce que les faits dans le cyber, ça va au-delà des frontières. Donc on peut, dans une affaire, trouver que le coupable se trouve, comme il l'a dit, en Russie. Donc quels sont les leviers qu'on doit mettre en exergue pour sanctionner celui qui se situe en Russie? Donc là, on est obligé de se baser sur les conventions. Donc la Convention de Budapest en la matière est quand même un instrument juridique très contraignant qui peut quand même aider dans la collaboration. On peut, à part le Maroc, avoir des pays comme le Rwanda, comme l'Égypte également, donc dans la mise en place de certes, même on va jusqu'au Rwanda, on trouve un programme national de formation en cybersécurité et de sensibilisation pour faire comprendre à tous les dangers dans le cyberespace. Par contre, dans nos pays, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, les anglophones, je prends le cas du Sénégal, on n'a pas... Le Sénégal, on va y arriver, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant concernant les textes, c'est encourageant. On voit une nette amélioration au niveau continental. Monsieur Haïdara, bien au-delà des textes, pensez-vous que l'Afrique aujourd'hui, elle est bien dotée d'outils efficaces pour faire face à cette criminalité? Malheureusement, non. Voilà. Vous savez, en matière de lutte contre la cybercriminalité, certes, les lois donc, sont très importantes, donc, voilà, mais pour appliquer ces lois, il va falloir mettre la main sur donc, voilà, des visages, des personnes, comme je vous l'ai dit, l'imputabilité des faits. Et pour cela, il faut des gens, une ressource humaine compétente, avec des outils, exactement, avec des outils donc, technologiques donc, très performants pour pouvoir investiguer dans le cyberespace. Tout à fait. Parce que si vous regardez donc, Internet, c'est ce qu'on appelle donc, le web superficiel comme ça, il y a le deep web, il y a le dark web. Voilà. Il faut avoir donc, vraiment des personnes... C'est quoi exactement? Voilà, en fait, le web superficiel, c'est le web de tous les jours que nous utilisons, Google, WhatsApp, tout ça là. Donc, voilà. Il y a même pas 5%. Exactement. Mais en dessous, il y a le deep web. Le deep web, c'est pas le dark web. Donc, le deep web, c'est un endroit donc, du web où, par exemple, je peux dire donc, les opérateurs téléphoniques, donc il y a les numéros de téléphone, tout, il y a beaucoup de choses. Regardez, les informations bancaires donc, sont dans le deep web. Par contre, dans le dark web, c'est là où se déroulent les activités donc, illicites criminelles. Alors, qui dit nouveau type de criminalité, dit également formation. Monsieur Dior, pour mieux contrer cette menace, est-ce que vous pensez, selon vous, les magistrats devraient actuellement être outillés en matière de cybercriminalité? Je pense qu'ils le sont, hein, parce que déjà avec ce que le Sénégal a ratifié comme convention, donc les magistrats aujourd'hui bénéficient déjà avec la convention de Budapest des séances de formation, surtout par rapport à l'aspect technique. Il l'a dit tout à l'heure, quand un fait est qualifié juridiquement, il va falloir vérifier leur imputabilité.
Parce que dans le cyberespace, on peut accuser une machine d'avoir fait un forfait, mais cette machine peut avoir été contrôlée ailleurs. Donc, d'où le problème de la preuve électronique. En Europe, si on suit un peu les débats, ils ont récemment franchi le pas par rapport à la recherche de preuves électroniques. Aux États-Unis, c'est par rapport au Cloud Act qui se sont permis quand même, dans le cadre de cette loi, d'aller chercher même les preuves en dehors des États-Unis. Donc, c'est ça qui va être le problème. C'est-à-dire, le juriste ou bien le juge d'aujourd'hui et de demain, forcément doit avoir des compétences techniques. C'est-à-dire, on doit même, au niveau des centres de formation des magistrats, avoir des modules purement techniques. Parce que si à chaque fois on doit faire appel à des experts, ça peut un peu ralentir le fonctionnement de la justice. Mais si le magistrat ou bien le juriste lui-même arrive quand même à qualifier au-delà de l'aspect juridique, techniquement certains faits, ça peut quand même aider à une célérité des procédures. Donc on peut citer l'exemple de l'île Maurice, qui aujourd'hui quand même et si ce n'est pas le premier pays dans la cyberjustice, donc ils sont quand même bien... Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on sait, hein, la cybercriminalité est une réalité, mais comment mieux protéger son espace, c'est la grande question, Monsieur Aïdara. Son espace, justement cyber. Vous savez, il n'y a pas de zone géographiquement donc définie donc en matière donc de cyber, hein, de cybercriminalité. Non. Vous savez, dans les pays donc il y a des territoires, c'est bien limité donc géographiquement, mais dans le cyberespace ça n'existe pas. Malheureusement, c'est ça le problème. Moi, en tant que Sénégalais, je peux aller donc au Mali, attaquer donc un système d'information au Burkina en passant donc par des serveurs chinois. Et voilà. Donc, comment faire donc, voilà, pour gérer tout ça? C'est très compliqué. Raison pour laquelle donc, le volet juridique est important, mais aussi la compétence donc, humaine aussi est très importante donc, là-dessus. Et aussi, pour lutter efficacement donc, contre la cybercriminalité, il faut ce qu'on appelle la coopération internationale. On ne peut pas lutter contre donc, celle-ci sans pour autant passer par la coopération. Et c'est que d'ailleurs Interpol donc, a compris avec donc, voilà, la coopération pour aider, accompagner donc, des États à avoir, donc, de mettre en place des arsenals, donc, que ce soit techniques, autres, pour mieux faire face donc, voilà, à la cybercriminalité. Et d'ailleurs, je vais rebondir, peut-être qu'on ne va pas parler après le Sénégal. Allez-y, bon, oui. C'était par rapport au Sénégal. Oui. Donc, le Sénégal a très bien compris donc, tout cela, en mettant en place, donc, il y a une école donc, nationale donc, de cybersécurité à vocation sous-régionale. Exactement. Et il y avait un commissaire de la police donc, qui est à sa tête de la structure. C'était l'ancien patron de la division cyber de la police. Et puis au niveau de la police donc, sénégalaise, il y a la division cyber. Puisque vous parlez du Sénégal, on va y rester. L'État du Sénégal a décidé de numériser l'administration. Les citoyens sénégalais devraient s'adapter à la numérisation de leurs actes administratifs. Dans ce sens, justement, comment l'État pourrait mieux protéger les données, non seulement des Sénégalais, mais aussi de l'administration contre les cybercriminels? Pour arriver à cela, moi je pense que on a une voie salutaire, c'est la confiance. Ce n'est pas pour rien qu'ailleurs on nous parle de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il nous faut avoir confiance dans le traitement que nos autorités, que ce soit administratives comme privées, font de nos données personnelles. Parce qu'en fait, on a beau parler de cyberespace, de technologie, mais ce qui nourrit le cyberespace, la technologie, c'est les données personnelles. Quand c'est la banque, c'est les données personnelles des clients. Quand c'est la santé, c'est les données personnelles des patients. Quand même c'est l'État, avec un grand E, c'est les données personnelles des citoyens. Donc il faut qu'on arrive à ce niveau où le citoyen a quand même tout ce qu'il y a comme confiance par rapport au traitement. Et à ce niveau, moi, je vais en fait sans problème pouvoir souscrire à un service numérique par rapport à l'administration pour avoir un certificat de nationalité, pour pouvoir recevoir également ma pièce d'identité numérisée ou que sais-je encore. Mais en dehors de ça également, il faut que nos administrations puissent accepter cette transparence qu'impose le numérique. Parce que le numérique aujourd'hui nous impose une transparence
que nous ne sommes pas prêts d'adopter. Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment régler parce qu'on peut avoir tout ce qu'il y a comme arsenal technique, juridique, mais si les hommes aujourd'hui ne sont pas prêts à faire ce pas-là, ne sont pas prêts à faire ces sacrifices, parce que oui, c'est des sacrifices que de laisser peut-être le 200 francs ou le 500 francs qu'on avait parce qu'on a aiguillonné quelqu'un pour avoir un extrait de naissance. Si on n'est pas prêt à laisser derrière ces sacrifices-là, même si on transfère tout ce que les États-Unis ont comme technologie, ça va nous servir à rien du tout. Alors, vous voulez réagir, allez-y. Voilà, Oui. je vais réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc, vous savez, ailleurs, donc je ne vais pas citer le nom, ailleurs, lorsqu'une structure, donc une organisation donc, a subi donc, cyberattaque, l'organisation obligée, l'obligation, voilà, de le dire. De dire que voilà, on a été victime donc, de cyberattaques, il y a ça, ça, ça. Les données personnelles que nous détenons donc, ont été donc, voilà, piratées ou pas. Donc, voilà. Mais cette transparence n'existe pas au Sénégal, n'existe pas en Afrique. En Afrique, voilà, il n'y a pas cette transparence. Donc, même il y a beaucoup de banques au Sénégal qui ont été piratées, personne donc, ne dit rien. Ils se disent voilà, il y a des incidences donc, techniques dont on est en train de régler, mais ils ne communiquent pas. Les banques, les opérateurs télécoms et autres. Tout à fait. Et ce que vous avez dit, c'est très important, la confiance numérique. Aujourd'hui, si je dois interagir avec un système informatique, je dois donc voilà, m'assurer que les données que je confie et mes données donc, qui sont utilisées sont bien gérées, la disponibilité est bien donc, maîtrisée, la confidentialité d'informations et aussi, souvent, ces informations, c'est des données que ces structures vendent à d'autres, qu'on appelle des data brokers. Tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Alors toujours, là, nous parlons toujours du Sénégal. Est-ce qu'au niveau du Sénégal, il y a quand même une campagne de sensibilisation? Est-ce que les utilisateurs sont sensibilisés? Oui, en fait, il y a des campagnes, mais ce n'est pas coordonné. Aujourd'hui, ce serait mieux même qu'on l'intègre dans l'enseignement, depuis l'élémentaire jusqu'à l'université, avec des niveaux différents. Comme quand vous avez un enfant en classe de CI, on lui apprend par exemple le sens de l'addition ou le sens de la soustraction. Et après, on va lui dire, oui, on va te permettre de faire l'addition ou la soustraction avec retenue. Donc, c'est à des niveaux différents qu'on doit faire une campagne nationale de formation et de sensibilisation. Mais c'est des initiatives personnelles et à un moment donné, c'est des choses qui se répètent et on ne peut pas évaluer le résultat. Donc, ce serait bien quand même qu'avec ces personnes déjà qui s'investissent dans la sensibilisation et la formation au numérique, à une culture numérique, que l'État puisse appuyer ces gens-là parce que c'est un service public qu'ils sont en train de faire en tant que privé. Alors, l'Union africaine et Symantec ont publié un rapport il y a plusieurs mois de cela. Ce rapport dit que la cybercriminalité, la cybersécurité en Afrique de l'Ouest, le nombre de cyberescroqueries signalées aurait augmenté de 132% entre 2013 et 2015. Le montant des sommes dérobées chaque année aux entreprises et aux particuliers s'élèverait à 2,7 millions de dollars américains selon le rapport. Que pensez-vous justement? Bon, très bien. Ils ont dit aurait. Voilà, ils ont utilisé le concept aurait. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça peut être plus. Exactement. Et puis ça peut, comme aussi ça peut être moins. Tout à fait. De toute façon, donc il n'y a pas de statistiques donc voilà réelles donc documentées donc ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est très normal donc c'est logique que la cybercriminalité augmente parce que la population donc augmente, les gens utilisent donc des téléphones portables. Donc voilà, des smartphones, des ordinateurs et du coup donc notre dépendance aux technologies devient de plus en plus donc important et forcément donc voilà les cyberattaques aussi vont évoluer donc en fonction donc de l'utilisation qu'on va faire donc voilà de ces outils. Et donc les terroristes justement utilisent ces nouvelles technologies. Merci. Absolument. La guerre que nous sommes en train de vivre, elle est cyber. Elle est cyber, ce n'est plus des deux armées qui s'affrontent directement, mais ça se joue à des milliers de kilomètres. Donc, comme il a si bien dit tantôt, il y a même des États où à l'intérieur de ces États, il y a une armée carrément cyber. Cette armée est appelée peut-être à saboter ou à faire quelque chose, que c'est encore, c'est encore cette possibilité que nous donnons à notre État de pouvoir résister. Peut-être il y en a et qu'on l'ignore, peut-être par mesure de stratégie, mais aujourd'hui tout État sérieux devrait quand même mettre en place, à côté de l'armée nationale avec des hommes, des chars de combat,
une armée cyber avec tout ce qu'il y a comme infrastructure de dernière génération et également de têtes bien pensantes par rapport à cela. Et même par rapport à ça aussi, donc c'est vrai, hein. Donc pour confirmer, ailleurs, donc je ne vais pas aussi donner le nom, il y a des officiers cyber, des généraux cyber, donc que je connais, que je rencontre donc beaucoup, avec qui je discute ces questions, mais malheureusement en Afrique, on n'en a pas. Aussi, en matière de guerre cyber, le plus souvent, c'est des guerres asymétriques. Peut être un État trop asymétrique. Exactement, un État trop puissant, donc militairement, technologiquement, et à côté, un État donc voilà de 5 millions de personnes avec des hackers qui peuvent déstabiliser donc voilà votre système informatique, donc industriel et autres, et puis vous mettre donc au chaos. Et donc oui, allez-y. Voilà, d'habitude donc je théorise souvent quelque chose. Je dis plus un pays, un État donc voilà est digitalisé, donc numérisé, plus donc les conséquences donc voilà d'une cyberattaque donc énormes donc pour ce pays. Alors juste une dernière question, on va clore cette émission. Comment justement aider ces États à faire face à cette criminalité? On sait qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous l'avez abordé, les terroristes utilisent ces nouvelles technologies. Pour terminer. Alors il faut le dire, hein, comme même le dire souvent un ami dans le cyberespace, un ami avec qui je discute beaucoup, c'est qu'aujourd'hui les États doivent en fait se mettre dans une posture où les professionnels vont pouvoir les aider. Parce que ce n'est pas évident de trouver dans un gouvernement, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, des profils qui s'y connaissent carrément. C'est très difficile. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est donc la fin de cette émission. Alors, nous avons reçu sur ce plateau M. Sidi Maktar Aïdara. Vous êtes consultant en cyberstratégie et intelligence cyber. Merci. Merci. Également Emmanuel Dior, juriste et responsable Internet de Internet sans frontières Sénégal. Merci. Merci à vous également. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur Média.